Daniel Cordier, alias Caracalla. Daniel Cordier, ancien secrétaire et biographe de Jean Moulin, a hésité avant de rédiger ses mémoires. Cela lui a pris du temps pour accepter de parler de l'antisémitisme qui était le sien dans sa jeunesse et pendant les premières années de guerre. Il considérait qu'il avait un devoir de vérité envers celui qu'il appelait le patron et envers lui-même. Dans cet extrait, je trouve remarquable la sobriété avec laquelle il décrit sa venue dans un Paris occupé qu'il n'avait pas revu depuis la guerre, le début de la guerre, et sa prise de conscience immédiate et aiguë de la réalité de ce qu'avaient à vivre les Juifs lorsqu'il rencontra un vieil homme et un enfant porteurs de l'étoile jaune. Jeudi 25 mars 1943. Un acte solennel. À mesure que le train approche, mon impatience grandit. Mes lointains souvenirs effacent les récits humiliants du Paris occupé que j'ai lus à Londres. Les mirages de mon adolescence sont plus forts. Il est presque 10 heures du matin quand le train entre en gare de Lyon. J'ai organisé mon premier rendez-vous avec Germain à midi dans un café proche de l'Étoile, le premier à gauche en descendant les Champs-Élysées. J'ai voulu marquer mon retour par un acte solennel. M'incliner sur la tombe du soldat inconnu au nom de tous mes camarades de juin 1940, dont quelques-uns l'ont rejoint dans l'anonymat d'une mort glorieuse. Ayant prévu de m'y rendre à pied, je dépose ma valise à la consigne et sors de la gare. Il fait frais, mais le printemps enveloppe la ville d'une lumière irisée. À peine dehors, je suis saisie par le spectacle des vélos-taxis qui attendent dans la cour et que je découvre pour la première fois. Je suis choquée de voir des couples s'installer, lourdement chargés de bagages dans ce frêle esquif. Le cycliste, en général maigrichon, pèse de tout son poids sur les pédales pour ébranler la remorque. À pied, je rejoins les quais. La route est jalonnée de feux éteints, devenus inutiles dans la ville désertée par les automobiles. C'est une surprise tant mes souvenirs résonnent de klaxons énervés auxquels répondaient les trompes mélodieuses des grands autobus. De temps à autre, au loin, apparaît une voiture ou un camion allemand. Quelques rares personnes font la queue aux arrêts d'autobus. Quel contraste avec Londres! Je découvre bientôt l'emprise des barbares. Planté au carrefour, le foisonnement des poteaux indicateurs peints de lettres noires sur fond jaune ou blanc. Le pire m'attend en découvrant la préfecture surmontée d'un drapeau à croix gammée flottant sur les toits. J'aperçois soudain un grouillement d'uniformes sur le parvis de Notre-Dame. Les Allemands, maîtres des lieux. En zone sud, à Lyon, même après l'invasion, leur présence est discrète. Leurs sanctuaires, hôtels, cafés, immeubles réquisitionnés sont entourés de simples barrières blanches. Seuls, dans les gares, on voit entre deux convois des groupes de soldats stationnés sur les quais. Après avoir longé le Louvre, les Tuileries et la place de la Concorde, j'aborde enfin l'avenue des Champs-Élysées, une des grandes joies de mon dernier voyage. Nous la remontions avec mes parents à vive allure en zigzagant parmi les rares voitures. Aujourd'hui, elle est déserte. J'ai une folle envie de marcher au milieu de la chaussée pour profiter de la perspective de l'Arc de Triomphe, mais la sécurité m'interdit de me faire remarquer. Au terme de mon pèlerinage, m'attend le plus cruel des spectacles. Autour de la tombe vénérée, des soldats allemands se promènent en riant, tandis que d'autres se photographient joyeusement devant la dalle. J'ai honte d'être le seul Français vivant. Le soleil commence à chauffer la ville. Je contemple le bas-relief de la Marseillaise qui illustrait la couverture de la revue La France libre. Je ne l'avais jamais observé de près. Les Allemands, qui déambulent à ses pieds, l'ignorent évidemment. Stimulé par cette vision, je traverse la place et rejoins les Champs-Élysées en quête du premier café sur la gauche. Il est 12h05. En dépit du spectacle humiliant auquel je viens d'assister, ma longue marche m'a détendu. De plus, je suis heureux à l'idée de revoir Germain et de commencer ma nouvelle vie. En approchant du café, je vois venir à moi, serrés l'un contre l'autre, un vieillard accompagné d'un jeune enfant. Leur pardessus est orné de l'étoile jaune. Je n'en ai jamais vu, elle n'existe pas en zone sud. Ce que j'ai pu lire en Angleterre ou en France sur son origine et son exploitation par les nazis ne m'a rien appris de la flétrissure que je ressens à cet instant. Le choc de cette vision me plonge dans une honte insupportable. Ainsi, les attaques contre les Juifs auxquelles je participais avant la guerre sont-elles l'origine de ce spectacle dégradant
d'êtres humains marqués comme du bétail, désignés au mépris de la foule. Subitement, mon fanatisme aveugle m'accable. C'est donc ça l'antisémitisme. Entre mes harangues d'adolescents exaltés, fusillés Blum dans le dos, et la réalité d'un meurtre, il n'y avait dans mon esprit aucun lien. Je comprends à cet instant que ces formules peuvent tuer. Quelle folie m'aveuglait donc pour que, depuis 2 ans, la lecture de ces informations n'ait éveillé en moi le plus petit soupçon, ni, dois-je l'avouer, le moindre intérêt sur le crime dont j'étais complice. Une idée folle me traverse l'esprit. Embrasser ce vieillard qui approche et lui demander pardon. Le poids de mon passé m'écrase. Que faire pour effacer l'abjection dont j'ai brusquement conscience d'avoir été le complice ? À cet instant, j'aperçois Germain sortir du café et s'avancer vers moi en souriant. « Bonjour patron », il ajoute aussitôt. « Comme vous êtes pâle, rien de grave j'espère ». Il pense évidemment à notre sécurité, aux menaces invisibles qui nous environnent. Je le rassure. Non, tout va bien. C'est la fatigue, je n'ai pas dormi. Sa présence me ramène à la réalité. Je ne suis pas à Paris pour soigner mes états d'âme. Rex arrive le 31 et tout doit être prêt pour le recevoir. Assurément, la résistance n'est pas le lieu propice à la culture des remords.